Marilou, sur le fait que on a un point commun, vous et moi, c'est que on n'a pas suivi le cursus normal d'école d'ingé, de choses comme ça. Et, euh, et en fait, pour moi, s'il y a une chose que je dois vous transmettre aujourd'hui, un message que je dois vous faire passer, voilà, c'est que la passion, c'est la clé. C'est si vous avez ça, rien n'est impossible. On dirait un peu un slogan de pub, mais c'est un petit peu le principe. Donc aujourd'hui, pour vous poser la question de qui je suis et pourquoi je me permets de vous parler ou de vous présenter des choses. Donc moi, je m'appelle Sébastien Deroche. Mon pseudo, c'est Seb Omega. Aujourd'hui, je suis embauché en tant que SRE, donc Service Reliability Engineer pour Amadeus. On va parler d'eux dans une seconde. En gros, mon job, c'est de faire en sorte qu'un service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc avec un SLA, pour ceux qui connaissent, un Service Level Agreement de 99,999% du temps. C'est-à-dire qu'en gros, on a droit à 5 minutes d'interruption par an. Enfin, c'est un service qu'on doit rendre. Donc comme j'ai dit auparavant, donc autodidacte, donc j'ai aucun diplôme, je me suis arrêté au bac. Alors après j'ai fait des études supérieures, mais sans aller jusqu'au diplôme parce que je me retrouvais pas dans le cursus scolaire. Un grand fan de Linux, de Docker et du code en général. Codeur compétitif, on va parler de coding game aussi, beaucoup, qui est un très bon outil. Et créateur de plusieurs projets. Et ça aussi, on va beaucoup en parler après. Plein de projets, des utiles, des pas utiles, peu importe. Et à la fin aussi, crypto mineur, parce que du coup, quand j'ai découvert ça, je trouvais que c'était rigolo. Donc j'ai acheté des cartes graphiques et j'ai commencé à miner de la crypto-monnaie. Mais en bref, effectivement, plutôt orienté geek. Pour Amadeus, donc c'est l'instant présentation. Aujourd'hui, en fait, Amadeus, c'est une entreprise qui peut-être ne vous parle pas, mais en fait, à partir du moment où vous êtes rentré dans un avion, vous avez cherché un billet d'avion en ligne, ou vous êtes allé dans une agence de voyage, ou peu importe ce que vous avez fait en rapport avec un aéroport ou un avion de près ou de loin, vous avez eu affaire à Amadeus, sans le savoir. Parce qu'en fait, Amadeus, c'est derrière, on gère tout ce qui va être quand vous allez chercher d'un point A à un point B, quels sont les meilleurs trajets en avion, les meilleurs prix, est-ce qu'il y a de la place dans l'avion, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est géré par Amadeus. Donc il y a un concurrent aux US qui s'appelle Sabre, mais en gros, une grosse part de marché est, est dirigée par Amadeus. Pourquoi ce talk Alors, bon, je suis désolé, du coup, il y a un peu de cropping apparemment, parce qu'on a changé au dernier moment de la présentation, l'outil de présentation, mais du coup, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Donc, comme je disais, la réponse c'est simple en fait, c'est que voilà, vous et moi, on a plus ou moins le même chemin. Certains d'entre vous sont en réorientation professionnelle. Vous n'avez pas trouvé dans les écoles normales, dites normales, votre chemin ou une façon d'apprendre, etc., ou même un programme qui vous plaisait, ça arrive, ou n'importe quelle autre raison qui vous a amené à la Wild Code School aujourd'hui. Par contre, je pense que ce que nous avons en commun également, c'est le fait de vouloir apprendre à coder et d'avoir un métier qu'on aime. Parce que si on n'aime pas le code, ça devient compliqué. Et voilà, je suis pas là pour essayer de faire une recette secrète de comment devenir un bon développeur ou simplement de donner un espèce de talk, de pep talk pour dire ah faut faire du TDD ou faut faire ci ou faut faire ça. Chacun y trouve son compte. Pour moi, le but c'est juste de dire qu'il faut avoir une passion profonde pour ce que vous faites et c'est pour moi un des seuls moyens de progresser. N'attendez pas qu'on vous donne les choses. Donc comme je viens de dire, voilà, c'est pas un motivation talk. Et par contre, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans, c'est comment trouver la motivation pour démarrer un projet. Le fait qu'on apprenne et qu'on adapte et qu'on améliore dans le code, c'est jamais fini. Et on pourra toujours faire mieux, on pourra toujours faire plus performant, etc. Donc le point qui s'ensuit, c'est justement comment toujours faire mieux, comment toujours innover, etc. Et après, justement, le but, c'est d'aller innover par soi-même, d'aller créer, d'aller améliorer, etc. Des petits tips and tricks, éventuellement, à la fin, on verra une conclusion et puis un story time si on a le temps sur deux, trois trucs qui ont pu arriver et qui peuvent être marrants à partager. Est-ce qu'on a des questions jusque-là ou on rentre dans le vif du sujet?
Alors, j'ai pas de questions dans le chat, mais si quelqu'un veut mettre son micro, allez-y. Go, 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 il y a écrit. C'est parti. Ok. Alors, trouver la motivation. La motivation, en fait, pour moi, c'est quelque chose que plein de gens ne s'en rendent pas compte, mais autour de vous, vous allez avoir toujours un petit quelque chose qui va vous proposer un projet. En fait, vous allez toujours dire, ah, il y a un truc qui existe pour ça, il y a un truc qui existe pour ça. Oui. Mais souvent, l'important, c'est de le faire vous-même. Parce que, de un, vous allez comprendre la chose, et de deux, vous allez mettre votre touche personnelle à l'intérieur. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un projet qui va être totalement inutile, mais l'important, c'est que ça vous plaise et que ça vous fasse progresser. On va voir en fait aujourd'hui, donc voilà, comme je dis, vous avez besoin de créer une solution pour votre propre problème ou quelqu'un de votre entourage. Un des premiers projets que j'ai fait dans ma vie, c'était quand j'étais très jeune, donc il y a des gens à qui ça va peut-être parler, j'étais un gros joueur de Dofus. Malheureusement, en fait, quand je jouais à Dofus, donc c'est un MMORPG vu du dessus, ça se joue beaucoup à la souris, pour ceux qui savent pas. Mais en gros, voilà, c'est très chronophage, faut farmer pendant très longtemps, plein de ressources à la con. Mais c'est un petit peu le principe. Et l'autre problème que j'avais, c'est que moi j'étais à l'internat, donc du coup pas d'internet pendant la semaine, et du coup quand j'arrivais le week-end, donc ça doit rappeler un peu des, des petits souvenirs peut-être à certains d'entre vous qui ont dû jouer beaucoup de temps. Donc voilà, donc ce qui se passait, c'est que moi du coup toute la semaine j'étais à l'internat, et en fait quand je revenais le week-end, tous mes collègues et mes amis et les gens avec qui je jouais, ils avaient pris des niveaux, ils étaient devenus super forts, etc. Donc voilà, ça c'était les gens de ma guilde, et ça c'était moi le week-end. Et donc du coup, un problème, je me suis dit, comment faire pour pas perdre de temps. Donc du coup, créer un bot qui va jouer pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc sur le marché, il existait ce qu'on appelle des man in the middle. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, il y a une espèce de client qui va recevoir les paquets de la part du jeu et en fait répondre instantanément des choses. Le problème, c'est que ces choses-là, en fait, ont une grande chance d'être bannies. Et sans compter tous les logiciels véreux qui tournent sur le net, le fait de vous faire voler votre compte, etc. Donc, pas une bonne solution pour moi. La solution numéro 2, c'était d'utiliser quelque chose qui s'appelle Siculi. Alors Siculi, c'est quelque chose qui permet de faire de la détection d'images dans un écran, et ça utilise un langage de programmation de type Jython. C'est un mélange de Java et de Python. Et en fait, simplement, vous allez scripter votre ordinateur pour dire si tu trouves cette image, dans ce cas-là, tu fais ça, tu cliques là, etc. C'est relativement lent, mais c'est relativement efficace pour simuler un être humain. L'autre avantage que j'avais, c'est que du coup, j'avais pas besoin d'internet pour m'entraîner pendant la semaine. Je pouvais prendre des screenshots pendant le week-end, et puis du coup, toute la semaine, je faisais mes trucs. Alors, est-ce qu'il y a du blé? Oui, donc dans ce cas-là, tu cliques. Est-ce qu'il y a des poissons? Oui, dans ce cas-là, tu cliques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'avais donc là, ma première étape, c'était de me dire, ok, je veux récupérer des ressources. Donc, je vais simplement faire une espèce de boucle infinie qui va récupérer des ressources. Bien entendu, il faut partir du principe que je comptais partir après une semaine entière et laisser la chose tourner pendant une semaine. Ce qui n'est pas faisable parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'inventaire se remplit et on n'a plus de place. Et du coup, en fait, au bout de quelques heures, le personnage reste planté sur place et ça ne fonctionne plus. Donc du coup, il fallait être capable de récupérer des ressources, ensuite de changer d'endroit, parce qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Puis au bout d'un moment, on se faisait attaquer, donc il fallait être capable de gérer les combats. Puis ensuite, il fallait être, donc comme je disais, capable de détecter quand mon inventaire est plein, retourner à la banque, se vider et redémarrer, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, la complexité se construisait et s'empilait à chaque fois au fur et à mesure. Et des fois, je passais des week-ends entiers à développer le projet, à me dire, ok, c'est parti, je lance. Et puis, je reviens en fait une semaine après, et mon personnage a farmé qu'une heure, parce qu'en fait, j'ai eu une déconnexion, et j'avais pas géré le fait de me reconnecter. Donc du coup, ce qui nous a amené au step 5, donc le fait de dire, ok, j'ai une déconnexion, je détecte la fenêtre de connexion, je me reconnecte, je resélectionne mon personnage, et je recommence à l'étape 1. Et en fait, en ayant séparé toutes ces choses-là, ça m'a mené à ce genre de choses. Et du coup, mes personnages étaient ensuite capables de gérer le farm 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec quelques lignes de code et quelques screenshots. Donc ça, c'était un des premiers projets qui a pris beaucoup de temps,
qui était très mal codé, avec énormément de if empilés, de conditions, etc. Mais ça m'a permis de comprendre du coup des mécanismes beaucoup plus poussés et d'en apprendre plus. Au lieu de simplement télécharger un logiciel, payer 10 euros sur PayPal à quelqu'un de random et d'avoir un truc où en 2-3 clics, c'était fait. Et ben du coup en fait j'avais quelque chose qui simulait le déplacement de la souris, qui simulait des sortes de comportements humains, etc. On va pas se mentir, petite anecdote là-dessus, un jour ça avait plus marché parce que j'avais pas géré le fait de répondre aux messages privés. Donc du coup, le jour où j'ai eu des messages privés, mon personnage continuait de farmer tranquillement et il s'est fait bannir. Est-ce qu'on a des questions dans cette partie 1? Écoute, je crois que tout le monde t'écoute avec attention. Bravo pour le projet, c'est magnifique. Je suis vraiment admiratif. Donc voilà. Donc en fait, simplement, ça peut être dans des petites choses qui vous entourent. En fait, vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, ou simplement répondre à un besoin, même débile, de jouer à un jeu vidéo à votre place, histoire de pas prendre de retard pendant la semaine. Et du coup, ça peut commencer par là. Apprendre et s'améliorer. Donc là, en fait, on va rentrer dans la partie 2. Alors, je ne suis pas subventionné par Coding Game, mais on va en parler on va en parler beaucoup. Notamment en fait parce que je trouve que c'est un outil exemplaire, et de deux, je suis devenu modérateur sur la plateforme. Donc ils ne m'ont pas payé, d'accord, ils ont donné leur accord pour que j'utilise des images, etc. Mais voilà, sachez-le. Donc comme je disais, cette plateforme Coding Game est très intéressante. Pourquoi? Parce que dessus vous pouvez trouver des tutoriels, des puzzles, des compétitions et des jeux dont on va parler, et surtout une grande communauté qui est très sympathique, très ouverte, et qui est toujours présente en fait, vu que c'est une communauté mondiale, internationale. En fait, à n'importe quelle heure, quand vous avez un problème, vous aurez forcément quelqu'un sur le chat qui pourra vous aider, vous renseigner, etc. La première partie tutoriel est très bien faite parce qu'en fait, vous pouvez chercher par sujet, et en fait vous avez des petits exercices avec pourquoi cela. Voilà, là par exemple quand on choisit Kotlin, la formation à Kotlin, comment faire une web app, etc. Donc ça en fait ça peut vous permettre d'avoir des choses qui ont été reviewées, validées, et en fait avec des tags qui vous permettront d'évoluer, de vous former à des nouvelles choses. Parce qu'en fait plus tard vous verrez au cours de votre carrière qu'au final le langage n'est pas si important que ça. Ce qui est important, ça va être la logique que vous allez développer, et répondre aux besoins. Peu importe après si vous y répondez avec du PHP, du JavaScript ou whatever. Sauf le Java, j'aime pas Java. Donc voilà, donc vous avez toute une partie tutoriel qui est très bien faite et qui est très intéressante. Ensuite, vous avez des puzzles. Alors les puzzles, en fait, l'avantage c'est que vous avez un temps illimité pour les résoudre. Vous avez simplement un exercice et il faudra écrire le code dans le partie du principe qu'à chaque fois c'est dans le langage que vous voulez. Il n'y a que le puzzle de Nintendo qui lui est uniquement C++, mais c'est parce que c'est un puzzle sponsorisé. Donc avec ces 4 catégories, donc facile, medium, hard, very hard, et en fait au fur et à mesure, il y a une sorte de gamification, c'est-à-dire vous allez gagner de l'XP, vous allez monter en niveau, vous allez débloquer des badges, etc. Donc c'est très intéressant parce que ça vous fait travailler plein de sujets différents. Comme on voit ici, donc ça, ce sont des puzzles sponsorisés. Donc ce sont des compagnies qui ont payé Coding Game pour mettre leurs puzzles sur la plateforme. Et en fait, à chaque fois, on peut voir, donc il y a des sujets, donc arithmétique, cryptographie, etc. Et en fait, par exemple, ces puzzles sponsorisés, si vous les résolvez, derrière, vous récupérez un entretien d'embauche avec cette entreprise. Alors après, j'imagine que ça dépend de la qualité du code que vous avez fourni, etc. Et comme je disais, à part le puzzle Nintendo qui est forcément C++, les autres, je crois que c'est langage ce que vous voulez. Donc pareil, un moyen d'obtenir un entretien d'embauche, de faire un puzzle sponsorisé par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. La compétition et les jeux. Alors, la compétition, en général, c'est un jeu qui dure 10 jours. Et après, ce jeu-là est mis sous forme de jeu où, en fait, vous avez temps illimité. Mais
mais du coup, le principe de la compétition, c'est que vous allez avoir un jeu et vous allez devoir écrire du code qui va jouer au jeu et vous allez vous battre contre les autres. Et si vous gagnez vos parties, vous allez monter, et si vous perdez vos parties, vous allez descendre. Par exemple, ici, on observe, donc ça c'est Coder Strike Back, donc en fait on a 2 pods, et c'est une course de pods, donc il faut gérer les déplacements, les vecteurs, etc. Donc c'est un puzzle qui est très intéressant, et il y a plein de possibilités de le résoudre. Vous pouvez le résoudre de manière heuristique, donc faire des if et des else. Vous pouvez le résoudre avec un algorithme génétique, avec du brute force, avec du Monte Carlo, etc. Et vous avez énormément de possibilités de résoudre un problème ou de jouer à un jeu. Et c'est arrivé énormément de fois dans des concours, des gens qui ont une technique totalement disruptive, qui arrivent au dernier moment et qui gagnent ou qui se positionnent très très bien dans le concours, parce qu'ils ont pensé à autre chose, etc. Donc ça permet de réfléchir différemment et ça permet de travailler des algorithmes que peut-être de vous-même vous n'aurez jamais été voir ou vous ne seriez jamais intéressé. Et c'est extrêmement intéressant. Pour info, le poste que j'ai obtenu chez Amadeus, c'est en participant à un concours qu'ils avaient organisé. Donc, comme je disais, la compétition, c'est très excitant et je vous encourage à participer. Alors, pas pour performer, pour dire ah, j'ai fini 20e, 30e, ou peu importe. C'est pour, en fait, vous allez voir votre progression de manière drastique. Genre, quand j'ai commencé, je crois que les premiers concours, j'avais fini en silver et très vite, et ben, on passe gold, puis légende. Et en fait, on a une espèce de satisfaction grandissante qui est hyper intéressante. Et en fait, c'est sur 10 jours. Et en 10 jours, bah voilà, on se focus sur un sujet qu'on n'a pas choisi. On procrastine pas parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est très intéressant. Donc en général, voilà, ça commence le vendredi à 6h et ça finit le lundi d'après à 10h. Donc comme on peut voir, il y a des ligues. Et en fait, quand on arrive en bronze, c'est là où on a les règles finales. En général, bois 3, bois 2, bois 1, en fait, on a des règles simplifiées qui vont se complexifier au fur et à mesure. Et cette partie-là, pour l'apprentissage, est hyper intéressante parce que ça vous permet en fait de penser votre code en amont. Ça vous permet d'arrêter d'hard-coder des choses. Et ça aussi, cette partie-là est très importante parce qu'en fait, vous allez vous dire, ok, là pour l'instant, j'ai un vaisseau, mais peut-être demain, peut-être dans la ligue d'après, j'en ai 2 ou 3. Et donc, du coup, en fait, plutôt que de faire du hard-code, vous allez commencer à faire des boucles et à réfléchir différemment. Et après, en légende, en général, à l'ouverture, il y a plus ou moins toujours les mêmes personnes qui sont là et qui rentrent dans le top légende. En général, au début, c'est les 10 meilleurs et à la fin des concours, ça finit en top 50. En général, il y a le top 50 qui est là-dedans. Alors, dans ces événements, comme je disais, en fait, vous allez apprendre beaucoup et vous allez apprendre en stratégie. Vous allez apprendre des algorithmes que peut-être vous avez jamais imaginé, vous avez déjà lu quelque part et vous n'êtes jamais intéressé. Le BFS, donc le Breast First Search, donc c'est la recherche comment dire, à plat. Le DFS, donc c'est la recherche en profondeur dans un arbre. Le pathfinding, donc comment aller d'un point A à un point B en prenant le chemin le plus court ou le chemin le plus avantageux pour mon personnage. Le min-max, comment maximiser mes gains et minimiser les gains de l'adversaire dans un tour de jeu. L'algorithme génétique, le Monte Carlo et tellement d'autres. En fait, il y a tellement de possibilités de gagner. Et l'heuristique de base, les if et les else fonctionnent très bien aussi pour apprendre, pour mettre un pied dedans, etc. C'est très intéressant. Donc c'est la fin de la partie sur Coding Game. Donc je répète, j'ai pas été payé, mais en tout cas c'est une très très bonne plateforme pour apprendre et pour progresser très rapidement. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là? N'hésitez pas à débloquer vos micros et à les poser si vous voulez. Moi j'ai une question. Coding Game, c'est accessible même si on est débutant? Bien sûr. Un des premiers puzzles, si je me souviens bien, c'est tirer sur la cible la plus proche. Donc juste un calcul XY, de savoir quel est le plus proche et de lancer le... En fait, ça fonctionne d'une manière suivante. Pour les jeux, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, il y a des tours. Et chaque tour dure 50 millisecondes. Et en fait, on a une boucle infinie dans laquelle on écrit notre code.
le squelette du code est fourni à chaque fois. Hein. Vous n'avez pas l'inventer. Vous avez toutes les entrées, ce qu'on vous donne. Vous avez tout un texte explicatif en disant voilà, cette valeur-là, elle sert à ça, etc. Et on vous dit voilà, nous, on attend ça comme réponse. Et vous avez 50 millisecondes pour répondre quelque chose qui respecte ce format. Et comme je disais, donc pour le premier puzzle, par exemple, bah, c'est on vous donne la position des ennemis qui arrivent et vous devez répondre sur qui vous tirez. Donc par défaut, vous tirez sur le plus proche pour pas vous faire avoir. Et en fait, à chaque tour, vous répondez l'ennemi le plus proche. Donc c'est très accessible et comme je disais, il y a une gradation de niveau qui est hyper intéressante, même dans les concours ou dans les jeux. Super, merci. Et d'autant plus, sans parler après je vais pas dire des retombées, mais en fait, si vous avez un profil intéressant sur Coding Game, que vous avez gagné des niveaux, que vous avez résolu pas mal de puzzles, que vous avez participé à pas mal de concours, en fait, il y a un système de classement global. Et en fait, si vous arrivez à bien vous positionner, pareil, ça ouvre des portes parce que derrière, quelqu'un, quand il va arriver en entretien d'embauche, il va dire voilà, déjà je code pour le fun, ce qui est déjà plutôt rare. Je suis plutôt bien classé parce que du coup, je suis passionné. En fait, on va comprendre qu'il y a déjà un certain niveau et une certaine passion que n'auront peut-être pas d'autres personnes. Et en tout cas, le fait d'avoir été sur cette plateforme, mis à part le fait d'être modérateur, m'a apporté beaucoup de choses dans le monde du travail, des propositions d'embauche et des choses comme ça. Je relaisse un blanc au cas où il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question du coup? Écoute, je trouve que tu peux y aller. Hein. Ouais, je vais t'en poser une. Tu dirais que combien de boîtes françaises ou peut-être européennes qui sont sur Coding Game et que tu peux éventuellement croiser par ce biais-là? Alors, comme j'ai montré juste avant, il y avait déjà 4 puzzles sponsorisés qui sont là en permanence, notamment Nintendo, Winamax, Aneo et Coding Game eux-mêmes, qui recrutent aussi beaucoup via ce biais. Je sais qu'il y a Thales, Amadeus aussi, puisque du coup on a fait des concours internes et publics pour recruter des gens. Et après, souvent, il y en a, j'en ai vu passer, comment il s'appelle? En fait, souvent, ils font des concours sponsorisés et après, en fait, ils laissent les droits à la plateforme pour utiliser le concours sous format de jeu. Et en fait, ils récupèrent juste le top de ceux qui ont participé au concours pour éventuellement leur proposer un poste. Faudrait que je retrouve, il y avait une boîte qui était Roche, ouais, la boîte Roche qui avait organisé un concours aussi. Après, je me souviens pas de tous, mais il y a souvent des événements avec des entreprises ouais, de renommée plus internationale que nationale, je dirais. Merci. Après, il faut savoir que sur la plateforme, c'est une grosse communauté française, parce que de base, c'est un site, c'est quelque chose qui a été fait à Montpellier, c'est une boîte montpelliéraine. Mais il y a énormément d'étrangers, d'Américains, Japonais, Chinois, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de monde et ça commence à beaucoup s'étendre. Donc c'est aussi hyper intéressant de se confronter à d'autres personnes, d'autres nationalités, etc. Ok, on va continuer du coup. Donc, toujours améliorer. Donc, comme je disais au début de la présentation, dans le monde du développement, en fait, l'important, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut améliorer et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Tout est tout le temps améliorable. Vous pouvez toujours faire mieux. Vous pouvez toujours rendre quelque chose plus intéressant, plus attrayant, plus rapide, etc. Maintenant, il y a un moment quand ça répond aux besoins, vous pouvez aussi vous dire, ok, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire autre chose, ou commencer autre chose, ou continuer à l'améliorer. Ça, après, il n'y a que vous qui pouvez mettre le curseur, ou dans le cadre d'une boîte, le product owner. Mais en tout cas, si vous allez au fond des choses, il faut que vous arriviez à améliorer jusqu'au moment où vous dites « Ok, ça marche bien, c'est classe ». Par exemple, une autre anecdote, donc le premier serveur Minecraft, comment ça s'est passé? Alors, j'ai créé un serveur Minecraft qui s'appelait Atomos, et ça a commencé en 2011. Et en fait, en 2011, je voulais simplement jouer avec mon frère et mon meilleur ami sur un serveur que je connaissais. Et je leur ai dit, ouais, et tout, c'est super, ce truc-là, je connais, j'ai joué 2-3 mois déjà et tout, venez, on joue ensemble, etc. Et au moment de se connecter, le serveur n'existait plus. Du coup, là, problème,
j'ai commencé à chercher un autre serveur pour qu'on puisse jouer ensemble. Et en fait, à chaque fois, c'était le même truc. Il faut s'inscrire, ou il faut faire une présentation sur un forum, ou souvent même, il faut payer, des choses comme ça. Je dis, mais l'autre, il était génial. Genre, juste, je me connectais, et en 5 minutes, je pouvais jouer et retrouver mes amis, etc. Enfin, c'était bien. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai un ordinateur qui traîne chez moi, c'est parti. Donc, on formate l'ordinateur, on installe Linux, on démarre le serveur Minecraft.jar. Bon, premier fail, il manquait Java sur la machine. Donc, on installe Java. On réessaye, et là, succès, notre serveur Minecraft fonctionne, on peut jouer ensemble, mais en LAN. Donc du coup, le problème c'est que, ok, on est 3 dans la même pièce, mais on est ensemble que pour une semaine, quoi. Après, on repart chacun chez soi, etc. Donc ça commence à devenir problématique. Du coup, on a ouvert les ports, et on s'est connecté, et puis on a commencé à se voir dans le jeu, etc. Donc c'était hyper intéressant, on a dit cool, on peut jouer. Par contre, il manquait des choses. Il manquait des plugins. Donc pour ceux qui ne savent pas, Minecraft, je vais peut-être juste expliquer vite fait ce que c'est. C'est un jeu monde ouvert avec des cubes où vous pouvez construire. Mais en fait, le système de développement autour du jeu est fait de telle sorte à ce que c'est très ouvert. Il peut y avoir du Battle Royale, il peut y avoir du créatif, du MMORPG. Enfin, en fait, après, les gens avec des plugins vont customiser les expériences des joueurs. Et en fait, les possibilités sont juste folles. Donc il nous manquait ça, des plugins pour éviter d'avoir le jeu de base. Et aussi, si jamais, vu que maintenant on vient de l'ouvrir sur Internet, pour éviter que des gens viennent et détruisent tout simplement, de pouvoir donc du coup avoir de la modération, gérer les droits, dire qui a le droit de faire quoi, etc. Et de pouvoir offrir donc un spawn. Un spawn, c'est une zone de départ où les personnes vont apparaître avec souvent des petites explications, voilà comment fonctionne le serveur, les règles, etc. Et donc du coup naît le premier spawn d'Atomos. Alors s'il y en a qui ont déjà joué à Minecraft, ils doivent avoir les yeux en train de saigner du sang parce que c'est extrêmement moche. Mais c'était notre première création. Voilà, on en était plutôt fiers à l'époque. Et du coup, les premiers gens commençaient à arriver. Donc la façon dont ça s'est passé, donc comme j'expliquais, c'était très compliqué de trouver un serveur pour s'inscrire, pour jouer, etc. Donc du coup, en fait, j'ai fait en sorte que l'expérience utilisateur se résume à je me connecte, je joue. Bon, entre-temps, on pouvait rajouter je lis les règles, mais on avait fait en sorte que les gens qui lisent pas les règles puissent jouer quand même. Et donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à envoyer l'adresse IP à quelques personnes que je connaissais, avec qui je jouais en fait sur l'ancien serveur qui avait disparu, et puis d'autres amis qui jouaient à Minecraft aussi. Et en fait, en bouche à oreille seulement, j'ai eu plus d'1 millier de connexions en quelques semaines. C'est-à-dire, je me suis retrouvé avec plein de joueurs qui venaient et qui jouaient sur mon serveur, alors que c'était une machine bancale qui traînait chez moi avec un ADSL plutôt nul. Et donc du coup, en fait, le problème qu'on avait, dès qu'on commençait à avoir à peu près entre 20 et 30 personnes en même temps, c'était injouable. Totalement injouable, parce que la connexion Internet, c'était un truc de l'Aveyron, donc niveau ADSL nul. Et on avait aussi, c'était une machine de récup, donc en fait, tout ce qui était CPU et RAM, c'était pas du tout efficace, en fait, c'était complètement nul. Donc en fait, on avait zéro performance. Quand on jouait à 3, 4, 5, 10 personnes, ça allait, et dès qu'on commençait à avoir plus de gens, ça marchait pas. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à ce à quoi ressemblait mon appart à cette époque-là. Chaque flèche rouge représente un ordinateur, donc on en avait ramené quelques-uns. Et le serveur Minecraft était juste là, par terre, et servait de cendrier par la même occasion. Donc du coup, en fait, pour régler le problème de l'Internet, la seule solution qu'on avait, c'est que mon meilleur ami, sa grand-mère, habitait à Marseille, et elle avait la fibre. Parce qu'elle était en avance sur nous, la grand-mère, et nous, on avait de la DSL. Donc du coup, première solution, en fait, c'est qu'on a migré le serveur, et on l'a amené chez la grand-mère, et on l'a branché à la fibre. Donc la mamie était super contente. En vrai, elle s'en foutait, mais elle était contente. Et la deuxième solution, en fait, pour la performance, on a simplement investi à peu près 1 000 €, c'est ce que ça nous a coûté en pièces détachées, pour fabriquer un meilleur ordinateur. Donc je vous laisse apprécier la qualité du
build, sachant qu'aujourd'hui il faut cacher les fils, il faut faire des trucs. Là non, on s'en foutait. Genre juste on a acheté des pièces, on a tout mis dans une boîte, la pire boîte qu'on a trouvée, et on a branché ça à la fibre. Et en fait au final, donc ça c'était avant. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le premier graphe qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le load. Quand c'est très haut, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un CPU qui a 4 cœurs, normalement, vous devez être à 4 de load, c'est déjà beaucoup. Là, en fait, on tapait des pics énormes, et on peut voir qu'en fait, ça suit l'affluence de joueurs. Donc à chaque fois qu'il y avait trop de joueurs qui se connectaient, paf, on avait un pic de load. Et en fait ici on a ce qu'on appelle les TPS. Donc c'est ce qu'il y a dans le jeu, c'est ce qui mesure la qualité du jeu. Il faut que ça soit à 20 TPS constant pour que ça soit qualitatif. Dès que ça commence à avoir des chutes comme ça, le jeu est injouable. Et en fait on voit que à chaque pic de connexion, on a le load qui explose et on a les TPS qui s'écroulent. Et ici on a la coupure. Donc la coupure du jour où on a migré chez la grand-mère, et juste après, la nouvelle machine plus la nouvelle bande internet, on avait un serveur beaucoup plus stable malgré les pics de connexion et malgré et du coup un load toujours faible. Donc du coup en fait on avait résolu les problèmes. Ce qui nous a permis du coup ensuite d'avoir plus de joueurs et d'évoluer, etc. En fait le problème c'est que dès qu'on avait un moment d'affluence, les gens se plaignaient. Souvent, il y en avait qui ne revenaient pas. Donc, en fait, on avait une sorte de, je sais pas comment dire, d'évolution passive de nouveaux joueurs en fait qui arrivent en bouche à oreille. Turnover. C'était pas un turnover. Comment on dit en marketing, un gros GROWTH. Voilà. Donc en fait, on avait des Voilà, merci, une croissance. Voilà, on avait une croissance naturelle de nouveaux gens qui arrivaient, mais aussi de beaucoup de gens qui partaient. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait cette espèce de pic où on a toujours, donc en période d'affluence pendant la journée, une vingtaine, trentaine de joueurs, et puis hop, ça se déco, et ainsi de suite. Et en fait, on gagnait pas vraiment de joueurs sur la durée. Et en fait, à la suite de ça, en ayant résolu ces problèmes, les gens du coup ne se plaignaient pas que ça ramait en période d'affluence, donc du coup restaient. Et donc, du coup, inviter leurs potes à venir, et ainsi de suite. Et du coup, à la suite de ça, on a commencé à nous dire « Ah, mais vous n'avez pas un site web ce serait bien que l'IP, ça soit autre chose que 12.127. machin. On pourrait pas acheter des objets et des choses comme ça. » Et en fait, à chaque fois, avec ces demandes, en face, on a fait un site web, on a ajouté une boutique, on a recruté des gens pour modérer le chat, parce que quand il commençait à y avoir plein de joueurs, qu'il y en a un qui tue l'autre, etc., que ça commence à s'insulter dans le chat, il fallait pouvoir gérer, d'autant plus que moi je peux pas être 24/7 sur le jeu. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a commencé à améliorer et à se professionnaliser en faisant une backup tous les jours, en ajoutant du nouveau contenu. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu plus de 140 000 joueurs sur 4 ans sur ce serveur. Pareil, petite pause, s'il y a des questions. Il y aura des petites anecdotes par rapport à ça à la fin, si on a un peu de temps, et parce qu'il s'est passé en 4 ans plein de choses magiques. Est-ce que tu as toujours un pied dedans, du coup? Alors, j'ai relancé pour la nouvelle version 1.16 de Minecraft un serveur, et je suis actuellement en train de travailler dessus, effectivement, pour redémarrer une V2, parce que je reçois encore aujourd'hui des messages privés me demandant Atomos a disparu, est-ce qu'on pourrait le remettre, etc. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un boulot, une femme, j'ai pas le même temps que j'avais avant quand j'étais jeune et insouciant. Mais j'aimerais beaucoup mener à bien ce projet pour la nouvelle version qui vient de sortir. Avec beaucoup plus de moyens techniques, j'imagine. Là, oui, là, il y aura beaucoup plus de moyens techniques. On est plus au même niveau. J'ai développé le site en 2 semaines avec l'API qui va avec, la base de données. Enfin, ce qui avant, il m'avait fallu des années pour le faire, voire des mois. Aujourd'hui, en 2 semaines, 3 semaines, c'est prêt, quoi. Là, j'ai juste à régler, finaliser, et je lance mon conteneur Docker et le serveur est opérationnel. Il est déjà opérationnel d'ailleurs, mais c'est juste qu'il n'est pas encore migré à la nouvelle version. Alors, tu n'auras peut-être pas beaucoup de questions, mais tu iras voir à la fin. Tu as eu pas mal de commentaires au fur et à mesure que tu parlais. D'accord. Je crois que ça les intéresse beaucoup. En tout cas, tu as pas mal de petites réflexions sur tout ce que tu dis.
Il y a quelques Voilà. GG qui sont passés, ouais. Ok. Bon bah c'est sympa. Sachant que voilà, après de toute façon, bon il y a eu de la chance aussi hein, là-dedans, on va pas se mentir. Mais ce qui était intéressant, c'était en fait le fait d'arriver à tacler le problème et d'améliorer pour faire en sorte voilà d'avoir un retour utilisateur assez rapide et d'améliorer et de tacler le problème le plus vite possible pour éviter de tomber là-dedans. Et d'un autre côté aussi, ce qui avait beaucoup plu. Alors peut-être qu'à certains, enfin beaucoup d'entre vous, ça parlera peut-être pas, mais en fait il y a beaucoup de serveurs qui existent où en fait il suffit de payer pour tout avoir. Et moi j'ai toujours refusé ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en gros c'est soit tu joues et tu obtiens des choses, tu peux payer pour soutenir aussi, mais ça va être plutôt du cosmétique ou des choses que n'importe qui peut obtenir également dans le jeu. Et ce niveau d'équité qu'il y avait entre les joueurs qui payent et ceux qui ne payent pas a aussi ramené pas mal de gens et fait parler, etc. Et ce qui était intéressant, après, c'était la partie référencement, jusqu'au jour où il y a une compagnie qui s'appelle Atomos, qui vend des caméras. Et en fait, dans Google, quand on tapait Atomos, j'étais au-dessus d'eux avec mon serveur Minecraft, alors qu'eux avaient un vrai business, etc., juste en dessous de moi, quoi. Et c'était assez rigolo. Du coup, nouvelle partie. Donc maintenant, ça va être à vous en fait d'aller créer, d'innover et d'améliorer ce que vous pouvez trouver. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui m'est arrivé, des projets, et en fait pour que vous, alors pas pour vous donner pas pour vous dire que c'est ça qu'il faut faire, juste pour vous dire qu'en fait, si vous êtes attentif à votre entourage, vous allez trouver plein de petits moments où en fait vous avez la possibilité de vous améliorer et de trouver un projet qui vous plaise. Par exemple, premier point, j'avais mes amis ou ma famille qui se plaignaient de recevoir des emails. Je vous laisse deviner l'anagramme de qui les emails venaient, parce qu'ils ne pouvaient pas en fait télécharger des films familiaux sur Internet sans recevoir un email de menace. Et donc du coup, j'ai simplement récupéré une adresse IP hollandaise, démarrer un serveur, fait une interface web sur laquelle en fait ils peuvent télécharger et partager des films familiaux et les regarder en streaming ou les récupérer directement de manière chiffrée et anonyme. Deuxième point, pareil, je commence à entendre parler de la crypto-monnaie, le bitcoin, etc. Du coup, hop, on achète des cartes graphiques et puis on essaye. Et dans le pire des cas, je peux revendre les cartes graphiques si ça marche pas, ou etc. Et en fait, j'ai acheté les cartes graphiques, j'ai commencé à miner de la monnaie, je me suis intéressé au milieu. À partir du principe qu'à chaque fois, je n'y connais rien. Hein. Je cherche, je lis, je m'intéresse, je regarde des vidéos. Et après, du coup, j'ai commencé à farmer un petit peu. Puis après, du coup, je me suis dit, ah tiens, les porte-monnaies de crypto-monnaie, c'est intéressant. Je ne vais pas utiliser un porte-monnaie qui existe déjà. Je fabrique mon propre porte-monnaie. Je code mon propre porte-monnaie. Parce que je veux savoir comment ça fonctionne. Même si à la fin, je le jette parce qu'il est pourri et que ça m'a pris du temps pour rien. Mais au moins, je sais comment ça fonctionne derrière. Et aujourd'hui, je crois que j'ai farmé à peu près en tout un tiers de Bitcoin. Je suis à 0,29 Bitcoin, quelque chose comme ça. J'avais envie de jouer à un jeu, Factor.io, Rust, Avorion, Kerbal Space Program, n'importe quel jeu que vous voulez. Plutôt que de perdre du temps, c'est pas vraiment une perte de temps parce que c'est un loisir, mais plutôt que de juste jouer au jeu, et en fait avant, je crée un serveur. Je fabrique le serveur, je le démarre, je me connecte dessus, je joue dessus, je le configure, etc. Et après, en fait, j'ai la satisfaction de jouer sur mon propre serveur. Même si souvent derrière, ces serveurs-là, alors c'est pas comme le serveur Minecraft, hein, j'ai pas attiré autant de monde, mais c'est des trucs où même parfois j'y joue même pas moi-même dessus, je vais jouer sur le serveur de quelqu'un d'autre. Mais c'est juste que je sais comment ça marche, je sais comment ça a été configuré, et je sais comment le maintenir. Vous obtenez un Alexa ou un Google Home ou n'importe quoi pour votre maison, plutôt que juste l'installer là et le laisser prendre la poussière, il y a une API ouverte, vous pouvez aller coder des fonctionnalités et faire des choses custom pour chez vous, pour vos lumières, pour votre porte d'entrée, votre sonnette, je sais pas quoi d'autre, et vous pouvez en fait faire ce que vous voulez. Et en fait, n'importe quoi peut devenir un projet. Pareil, je relaisse un blanc. Je crois qu'ils sont pendus à tes lèvres. Ok, bon. Continuons. Donc quelques tips et quelques tricks. Alors ça veut pas dire que j'ai la science infuse, que je sais tout. Comme j'ai dit, je cherche pas à vous imposer une vision
des choses. Mais ce sont des choses qui, moi, m'ont aidé. Et donc, du coup, pour moi, un des premiers points, c'est de trouver un sujet qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Même si ça sert à rien, vous en foutez, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, vous allez monter en compétence dessus, et en fait, vous allez avoir la satisfaction d'avoir appris des choses. Même si derrière, moi, je dois avoir un Git sur lequel je dois avoir plus de 160 projets, et doit y en avoir 10 ou 12 qui sont utiles. Mais tous les autres, ben, c'est pas grave, c'est une façon d'apprendre. Le machine learning, ah putain, ça a l'air cool et trendy, bah, on crée un projet, puis on essaie de faire un truc qui va détecter des images ou je sais pas quoi, pour essayer de faire quelque chose qui vous plaise, tout simplement. Le fait de séparer un problème en plusieurs petits problèmes, ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre plusieurs fois, mais en fait, quand vous arrivez à un gros projet, et en fait, si vous mettez directement la barrière de « Ah, c'est trop gros, je vais pas y arriver », bah, en fait, quand vous commencez à le séparer en plein de petits trucs, bah, vous vous dites à chaque fois que vous avez des petites étapes que vous pouvez atteindre, et en fait, au fur et à mesure, votre projet se construit tout seul. Des fois, il faut savoir aussi revoir à la baisse ce qu'on sait faire, il faut savoir aussi se remettre en question, mais pour moi, c'est quelque chose d'intéressant de se dire, déjà d'avoir la mentalité d'arriver à découper les choses, c'est quelque chose qui est très bon pour un état d'esprit de développeur. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est de trouver quelqu'un. Moi, j'avais mon meilleur ami, on s'est mis là-dedans ensemble, on a appris à coder ensemble, on a démarré ensemble. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un projet ou qu'il y en avait un qui avait un coup de mou, en fait, il y a l'autre qui va motiver. Et en fait, on travaille ensemble en duo comme ça sur beaucoup de choses jusqu'au jour où après, on arrive à atteindre une certaine autonomie qui permet d'avoir besoin de personne pour démarrer un projet. Mais le fait d'avoir quelqu'un d'autre avec vous qui passionne, qui a la même passion quelque part, c'est très intéressant. Alors, c'est pas obligé d'être un ami physique, hein. Vous pouvez aller sur des projets open source sur GitHub. Vous allez peut-être vous lier d'amitié avec d'autres gens. Par exemple, dans la communauté Coding Game, bah, moi, le premier, j'ai discuté avec des gens qui avaient des projets, à qui j'ai donné un coup de main ou qui m'ont donné un coup de main. Et en fait, vous pouvez rencontrer un jour quelqu'un avec qui ça va accrocher. Et si vous avez l'occasion de le faire, de travailler déjà avec quelqu'un, c'est aussi une première étape pour le travail en équipe plus tard. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de discussions, des moments où vous n'allez pas être d'accord, il va y avoir des débats. Mais rien que pour la motivation mutuelle, je trouve que c'est très important. Donc comme on a dit juste avant, en fait, vous pouvez être exposé à beaucoup de sujets potentiels autour de vous, mais vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte en fait. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à se poser la question de, au lieu de dire ah tiens, il y a un outil qui existe pour ça, tu sais, bah, c'est de se dire je pourrais peut-être coder ça, même si ça existe déjà et que votre outil fera pas partie du marché. C'est juste le fait de dire, comme vous l'avez fait, vous savez comment ça marche. Et quand quelqu'un va vous challenger dessus, vous poser des questions, vous pourrez répondre. Plutôt que de dire, ah ouais, j'ai déjà installé ça une fois, et ouais, je l'ai configuré. Enfin, du coup, c'est pas le même état d'esprit que de savoir comment ça marche derrière. Coding game, ça, on l'a vu auparavant. S'entraîner là-dessus, c'est important pour... Enfin, c'est important. C'est pas obligatoire, mais encore une fois, je trouve que c'est une plateforme qui est innovante, vous avez plein de choses dessus, c'est hyper instructif, et ça donne une visibilité derrière aussi pour trouver du travail qui est très intéressante. Et le dernier truc, c'est continuer d'apprendre. Vous trouverez toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaira. Vous voulez apprendre le Go, ben c'est parti, vous trouvez un projet à faire en Go, et puis vous commencez tout simplement à faire quelque chose qui vous plaise. Et il y a énormément de... D'ailleurs, si, un autre truc, il y a The Coding Train. Alors, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est peut-être plus compliqué. Mais pour ceux qui ont une bonne oreille, The Coding Train, c'est une chaîne YouTube avec un gars qui fait beaucoup de projets en JavaScript et qui sont hyper intéressants. Et plein de fois, en fait, je me suis servi de lui pour faire des tutos, faire des choses. Et même, en fait, en reprenant son projet, et ben, en fait, on peut l'améliorer. Parce qu'en fait, il s'arrête toujours de manière à laisser l'évolution derrière. Vous pouvez ajouter des couleurs, vous pouvez faire quelque chose qui marche mieux, etc. Et The Coding Train, c'est une très bonne chaîne YouTube aussi. Du coup, on peut s'arrêter une minute pour questions, s'il y en a, avant d'attaquer la partie un peu plus marrante et moins éducative. Alors, tu as eu des questions dans le chat, en fait, qui sont arrivées un peu après que tu aies fait la pause. Okay. La première question d'Hélène qui te demande si tu as des exemples. Alors, je retrouve la question. Tu sais, tu parlais d'Alexa et je crois que la question c'était, je vais la retrouver. Qu'est-ce que toi, par exemple, tu as ajouté aux assistants personnels comme Alexa? Qu'est-ce que tu as pu coder toi dessus? Alors,
Moi, je n'ai pas d'assistant personnel chez moi, parce que je suis pas vraiment pour. Par contre, oui, mon meilleur pote, lui, en a un. Et en fait, tout simplement un truc où on dit Alexa ouvre le portail, et ça ouvre le portail du jardin. D'accord. C'était un truc, mais c'était ça. Alexa éteint la lumière, et elle éteint la lumière dans la chambre de l'enfant. Euh, et après, la musique, c'était déjà dedans, donc il n'y avait pas de souci. D'accord, donc vraiment adapté en fonction de tes besoins, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même, comme je dis, après, ça peut être même des trucs nuls, genre quand je dis Alexa fais ci et qu'elle me répond ça, juste le fait d'avoir été chercher dans l'API, d'avoir lu un peu la documentation, et d'avoir codé son propre truc de détection vocale, c'est gratifiant, même si derrière ça sert pas. Oui, voilà. Et tu avais une autre question, alors qui a plus ou moins été répondue, mais je pense que Marc sera content d'avoir le retour de ta part également. J'ai vu mes formateurs qui avaient répondu aussi au passage. Marc demandait le rapport entre la carte graphique et le Bitcoin, donc il a bien compris que ça servait à miner, mais il avait du mal à voir vraiment la différence entre un GPU et une carte graphique. Voilà. Alors, la façon dont fonctionne la crypto-monnaie, donc je vais pas faire une explication profonde, mais en gros, ce sont des calculs qui sont relativement complexes. Et en fait, ce type de calcul est très mal résolu par un CPU, qui du coup va réussir à les faire, mais avec un temps de traitement plus long. Et en fait, vont être beaucoup plus performants faits sur GPU, sur une carte graphique. Et du coup, en fait, on va pouvoir paralyser des calculs et en faire beaucoup plus. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, quand on a un calcul et qu'on valide un bloc de transaction de crypto-monnaie, donc ça après je te laisserai regarder sur Internet, sur des vidéos, etc., comprendre toute la technologie de la crypto-monnaie en soi, mais en fait, tu as une rémunération. Et c'est cette rémunération après que tu obtiens en ayant trouvé la réponse au calcul et en ayant donné la bonne réponse le premier. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais le principe c'est comme ça. Et tu peux le faire sur ton CPU, c'est juste que tu seras absolument pas compétitif comparé à des gens qui ont plein de cartes graphiques alignées et qui font ça tout le temps. Super, merci. En fait, Marc a son micro qui ne fonctionne pas et il te remercie du coup dans le chat. Tu as une autre question du coup en rapport de nouveau avec Alexa, entre guillemets, et qui est, et c'est assez pertinent je trouve, est-ce que tu as réussi à programmer Alexa ne m'écoute pas en permanence? Je suis pas sûr que ça soit vraiment faisable en vrai. C'est ça. Je pense que c'était le but de la question. Après, c'est aussi pour ça que moi personnellement, je n'en ai pas chez moi. D'accord. Pour l'instant, je pars du principe qu'à partir du moment où je dis son prénom, elle est là, c'est-à-dire qu'elle écoute en permanence. Donc après, j'ai pas poussé plus que ça la technologie, comment ça marche et les spécifications derrière. Je pars du principe que j'en mets pas chez moi et c'est plus simple. Ça marche. La Chabi qui répond « Merci, j'ai une vraie réponse ». Et tu as eu une autre question de Olivier qui te demande comment tu te débrouilles pour trouver tes ressources. Les ressources pour faire des serveurs, etc. Attends, j'ai reçu plein d'autres messages du coup au passage. Je ne sais pas. Olivier, si tu Alors, peux nous répondre. si on parle de serveurs, en l'occurrence, beaucoup en fait, ça a été de la récupération à droite à gauche, et puis des choses que j'ai accumulées en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand je vais changer d'ordinateur, mon ordinateur actuel va devenir un nouveau serveur dans ma collection. Et en fait, en tout, j'ai à peu près 8 serveurs. Donc j'en ai 6 chez moi, un à Marseille et un à Roubaix. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai une question. Oui, vas-y, Johan. J'ai une question pour les serveurs. Est-ce que tu les fais tourner en permanence ou ça t'arrive de les éteindre ou... Non, ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et actuellement, il fait très chaud chez moi. D'accord. Tu as une autre question du coup de El Tao qui te demande pour toi quel est le meilleur langage pour coder et devenir un bon développeur. Alors, comme j'ai dit plus tôt, pour moi, il n'y a pas de meilleur langage. En fait, il y a beaucoup de trucs au sein de la communauté des développeurs, des petites taquineries entre langages, en disant j'aime pas ce langage parce que ci, parce que ça. Mais en fait, il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas la même chose. Genre, par exemple, là où je travaille pour Amadeus, on fait de la réponse pour faire des calculs de disponibilité pour les avions, pour les places dans l'avion. Si tu veux, donc là aujourd'hui, hors période coronavirus, parce que là on va pas se mentir, l'aviation c'est pas la meilleure période, mais hors coronavirus, on est à plus de 30 millions de transactions par minute.
Et ça, 30 millions de transactions, il y a un moment, il faut bien choisir ton langage, parce que tu as besoin d'avoir des performances. Et là, en fait, on n'a pas le choix que de faire des choses qui vont être en C++. Parce que si tu t'amuses à faire des choses en JavaScript, par exemple, en Node.js, qui est un langage interprété, donc compilé, donc plus lent, en fait, tu vas te retrouver à avoir aligné des millions de back-end pour tenir la même capacité. Et du coup, c'est pas viable économiquement. Après, si tu fais un site web pour toi, ou pour une centaine de personnes, ou même pour un millier de personnes, que tu le fasses en Python, en Django ou en PHP, normalement, tu n'auras pas de problème de performance, c'est pas trop le souci. L'autre souci qu'il y a, enfin, c'est pas un souci, mais l'autre aspect qu'il y a, c'est en fait comment tu te sens et comment tu interprètes les choses. Moi, je sais que par exemple, il y a des langages que je n'aime pas, parce que je n'aime pas la façon dont c'est fait et la méthode de réflexion qu'il y a derrière, mais ça ne veut pas dire que demain on me demande d'en faire dans mon travail, je vais le faire, parce que c'est comme ça. Si tu prends l'exemple du Node.js, je suis un grand fan de Node.js, j'adore Node.js, mais pour une raison qui est particulière, c'est que je fais beaucoup d'applications web, et en fait ça me permet d'avoir qu'un seul langage côté back et côté front, et de pas m'emmerder, pas de m'enquiquiner, je vais rester poli, avec deux langages différents, deux technos différentes pour le back-end et le front-end. Voilà. Par exemple, quand je vais faire du DevOps, du scripting, etc. pour mon travail, je vais utiliser du Python. Parce que ça s'interprète n'importe où, je peux le démarrer n'importe où, etc. J'ai pas besoin de millions de choses. Normalement, Python est installé sur toutes les machines Linux de base, donc ça me demande pas d'installer Node.js, par exemple. Donc en fait, pour moi, il y a plus le besoin en premier de ce que tu vas faire. Après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter les trolls sur les langages. On peut continuer à troller d'autres langages, peu importe. Moi, quand on fait des concours coding game, c'est pareil. Les gens qui vont troller le Node.js, il y en a plein. Les gens qui vont troller le C ou le F# ou le je sais pas quoi d'autre, il va y en avoir plein. Mais en l'occurrence, c'est plus ta façon de voir les choses et le besoin auquel tu essaies de répondre qui va driver le langage que tu veux utiliser. Merci. Alors moi j'ai une question du coup, qu'est-ce que tu veux dire par troller un langage? Parce que ça j'avoue que... Alors par exemple, en fait, notamment dans le cadre des concours, donc en fait comme on a 50 millisecondes pour répondre, en fait passer un certain niveau, donc un certain niveau dans la compétition, il y a certains langages qui sont moins viables, on va dire. Par exemple, quelqu'un en Node.js, si la problématique a besoin de beaucoup de calculs, en fait, il va se retrouver bloqué très vite. Par exemple, un jour, j'ai fait un concours d'optimisation, donc j'ai commencé un Node.js, et en fait, en 1 seconde, je faisais 3000 simulations. Je suis passé en Java, je suis passé à 30 000. Et je suis passé en C++, je suis passé à 3 millions. Et donc, du coup, en fait, en 3 millions d'essais, je ne vais pas trouver la même réponse qu'en 3000. Et du coup, en fait, il y a certaines... Alors, après, encore une fois, comme je disais, on peut toujours concourir avec des if et des else, etc. Ça m'est déjà arrivé de finir en légende en JavaScript. C'est pas ça le sujet. Mais en fait, sur certains sujets spécifiques, quand on demande énormément de performance, il y a certains langages interprétés qui sont désavantagés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas concourir à haut niveau, parce qu'on ne va pas faire les mêmes stratégies, mais c'est juste que si on essaie de faire de la pure computation, forcément, un Node.js ou un Python va être désavantagé face à un C++. Quoi. Ok, super, merci. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions, et tu étais en train de dire que tu allais passer à la partie qui allait être la plus fun, si j'ai bien. Alors, la partie, voilà, les petites histoires qu'on a pu avoir. On a eu une dernière question, je suis désolée sur le sujet. Quels sont les langages de programmation, enfin, quels sont tes langages de programmation favoris, ceux que tu aimes le moins, enfin ceux que tu aimes le plus du coup, et ceux que tu aimes le moins, et les éditeurs, quel éditeur de texte tu utilises et quel IDE. Voilà. Alors, en éditeur de texte, moi j'utilise la suite JetBrains, donc que ça soit PyCharm, IDEA, etc. Donc ça pareil, anecdote gratuite, normalement faut une licence pour ces choses-là. Il existe des serveurs de licence chinois, et du coup j'en ai un chez moi parce que c'était un petit peu trop cher pour mon budget, d'autant plus que c'est juste pour coder. Donc j'utilise IntelliJ, ou PyCharm, ou WebStorm, ou Celion, ça dépend ce que je fais avec, mais la suite JetBrains.
En termes de langage, donc je suis un grand fan de Node.js, comme j'ai dit, donc pour tout ce qui va être appli web, etc. Par contre, quand ça va être côté concours coding game, c'est C++, quasiment exclusivement. Et après, comme j'ai dit, dans le cadre de mon travail, après, je peux être amené à faire du C++, je peux être amené à faire du Python, du Shell, si jamais il y a besoin, du Node.js pour les applications aussi. Après, c'est plus ou moins ce qui est demandé et en fonction du besoin. Mais par contre, moi, dans mon cœur, Node.js. Super, merci. Et je vais te laisser passer à la partie croustillante. Je t'en prie. Alors, du coup, au tout début, au tout début, donc en fait, quand on a commencé à apprendre à coder et qu'on a fait notre premier site web pour notre serveur Minecraft, en fait, on codait en PHP. Pourquoi? Parce que c'est la techno qui est la plus accessible, c'est un langage interprété aussi, et c'est relativement simple à mettre en place. Je dis relativement parce que quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais en fait, on codait de la manière suivante. Donc déjà, à l'époque, on utilisait Notepad++, hein, un grand niveau d'IDE. Et en fait, on écrivait notre bout de code, on l'envoyait sur le serveur via un FTP, donc via FileZilla. Donc FTP, c'est pour transférer des fichiers. Et ensuite, on rafraîchissait la page Internet, et des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Et bah, quand ça marchait pas, on faisait des CTRL-Z jusqu'à ce que ça remarche. Et en fait, on a peut-être passé 4 mois ou 5 mois à coder à l'aveugle comme ça. Jusqu'au jour où en fait, on a découvert qu'on pouvait lire le fichier error-log de PHP et qui nous disait exactement l'erreur, en fait, elle est à telle ligne et limite à tel caractère. Et à partir du moment où on a découvert ça, on a gagné beaucoup de temps. Mais encore une fois, pure erreur de quelqu'un qui n'a pas appris de manière traditionnelle, mais qui a juste commencé direct, ok, comment on code, vas-y, j'y vais, quoi. Et en fait, en lisant un petit peu la documentation, comment ça marche, etc., on aurait pu s'en rendre compte plus tôt. Voilà. C'était une grande découverte et ça a été beaucoup de mal, ce qui du coup ne m'a pas aidé à aimer PHP, même si au début ça vient de moi, mais voilà, c'était la première grosse découverte. Le jour où on a essayé Windows, ça c'était pareil. Donc en fait, quand on avait commencé à professionnaliser un petit peu le serveur, comme il était chez la grand-mère, comme je vous expliquais, on n'était pas physiquement sur place. C'est-à-dire que toutes les interventions devaient se faire à distance, etc. Et en fait, on avait un disque, donc on faisait une backup tous les jours, tous les matins à 6h. Et en fait, tous les un mois et demi, on allait là-bas et en fait, on enlevait le disque. Donc on avait ce qu'on appelle un disque froid et un disque chaud. Et en fait, on gardait la backup à froid et on mettait un nouveau disque et on échangeait les deux comme ça. Ça nous permettait que si jamais quoi que ce soit arrive, on avait un disque de sauvegarde qui date au moins d'1 mois et demi au maximum. Et puis en fait, avec toutes ces choses-là, au bout d'un moment, on s'est dit, putain, mais quand même, Windows Server, ça a l'air pas mal. Puis il y a un pote qui nous vend un peu le truc aussi, puis on se dit, bon, bah, on va essayer. Et en fait, on a réussi à faire un blue screen dans une VM. Et bah, du coup, on a désinstallé ça et on a remis Linux. C'était la petite anecdote du jour où on avait essayé Windows Server et qu'au final, ça l'avait pas fait. Une autre anecdote qui était marrante, c'était le fait de pêcher dans Minecraft. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pêcher dans la vraie vie, c'est déjà chiant. Mais alors, pêcher dans un jeu vidéo, ça l'est encore plus. Et en fait, il y a un petit utilitaire qui s'appelle XloTool sous Linux qui permet de piloter en ligne de commande les entrées clavier ou les entrées souris. Et en fait, en quelques lignes de code, mais vraiment très peu, je crois une dizaine, en fait, on avait fait un truc qui pêchait tout seul dans Minecraft. Et voilà, c'était une petite anecdote, mais c'était rigolo. Et on pêchait comme ça pendant des heures et des heures sur des serveurs pour trouver des trésors, même si ça servait à rien. Je partais me coucher, mon personnage il pêchait, je revenais le matin, il pêchait. C'était palpitant comme gameplay. Et enfin, donc une autre erreur de jeunesse, le jour où on s'est fait pirater. Alors ça, c'est une anecdote qui était marrante. C'est qu'en fait, on avait une boutique sur notre serveur et on vendait en fait des choses uniquement qui étaient obtenables en jeu ou c'est tout, ou du cosmétique en fait. Et en fait, on avait fait une petite interface d'administrateur où on voyait qui avait acheté quoi, à quelle heure, etc. pour pouvoir gérer. Et puis, on voit un gars et son pseudonyme, c'était Poisson Rouge. Voilà. Et Poisson Rouge, il achetait plein de trucs dans la boutique
Je me dis, putain, Poisson Rouge, bon client, il nous achète plein de trucs, c'est bien ça. Et puis au bout d'un moment, je regarde, puis ça faisait 2-3 jours que Poisson Rouge, il achetait des trucs. Je me dis, mais il a jamais. J'ai pas vu de paiement au début, d'achat, de crédit sur la boutique. Enfin, il achète en fait. Je vais dans la base de données, je me connecte, je regarde, et là je vois le mec, il avait 9 points. Ce qui est quand même relativement suspect parce qu'en fait c'était à coût de 5341 ou enfin des chiffres pas très ronds. Donc pour arriver à ce chiffre-là exactement, c'était relativement suspect. Donc du coup je suis parti en panique, genre en mode on s'est fait pirater la base de données, ça ne marche plus, etc. Donc vite on coupe l'accès parce qu'en fait on l'avait mis en accès externe parce qu'on n'avait pas la main physiquement sur le serveur. Donc j'ai coupé l'accès externe et accès uniquement via VPN. Et puis le lendemain, et donc pareil, moi je remets le gars à 0, hein, je dis bon, ok, tu m'as eu, cool, je te remets à 0, et puis voilà. Et le lendemain, pareil, ça repart, et le mec il rachète des trucs, et il a encore 999 points. Et en fait, continue de chercher. Alors je suis désolé, le problème c'est que en fait, à l'époque j'avais des screenshots et des trucs comme ça, mais j'ai tellement changé de machine entre temps que j'ai même pas de quoi mettre pour alimenter mon histoire avec des petits screenshots et tout. C'est dommage, j'en avais plein, c'était marrant. Et donc du coup, le mec Robolote, il s'achète des trucs dans la boutique, et la base de données inaccessible de l'extérieur, on a changé le mot de passe, impossible de comprendre comment il a fait. Donc le premier patch, c'était de trouver son adresse IP, et pour de vrai, hein, le premier patch, c'est en gros dans le code, on a mis if, c'est cette adresse IP qui achète, fait rien, genre return, genre pas de boutique. C'était le patch ultime. Et on commence à chercher. Et en fait, on s'est aperçu que au début, quand on a découvert les cookies, on a dit putain, c'est génial, les cookies, on peut tout mettre dedans. On a mis le panier, on a mis le prix, le total, etc. Et en fait, quand on récupérait la commande, on faisait totalement confiance aux cookies. Donc, pro tips, ne jamais faire confiance aux clients, peu importe ce que vous faites. Et en fait, le gars avait compris, à mon avis, il avait un bagage en informatique un petit peu évolué, parce que du coup, en fait, dès qu'il a ouvert son cookie, il a vu ce qu'il y avait dedans, et en fait, il s'était mis un total négatif. C'est-à-dire qu'en gros, il faisait en sorte que quand on faisait moins 12 000, ça lui faisait plus 12 000 dans son compte en banque. Et en fait, du coup, lui, il changeait son cookie, jusqu'au moment même où en fait il arrivait à acheter des trucs qui étaient même pas dans la boutique. Et c'est là où on a commencé à se poser la question de il y a un problème, parce qu'en fait il achetait des choses qui n'étaient même pas dans la boutique. Il changeait, il mettait les identifiants qu'il voulait dans son cookie, il validait, et non seulement on lui créditait de l'argent, mais en plus il repartait avec des trucs qu'on vendait même pas. Donc voilà, c'était le jour où on a appris à ne jamais faire confiance aux clients. Voilà, c'était des petites histoires. Bon, après il y en a tellement sur le temps, mais bon, pas là pour toutes les faire. Mais en conclusion, soyez passionnés, trouvez autour de vous des projets qui vous plaisent, faites-les, même si des gens vont vous dire ouais mais ça sert à rien parce qu'il y a déjà ça, ou ouais mais ça sert à rien, vous en foutez. Le but c'est que ça vous plaise, que vous appreniez et que vous évoluez sur une techno qui vous intéresse et que vous fassiez des choses qui vous passionnent. Et en étant passionné, vous allez trouver un job qui vous passionne. Et je pense que c'est la meilleure histoire que vous pouvez après avoir à raconter vous-même, c'est de dire que vous faites un métier qui vous plaît. Et du coup, merci à tous d'avoir suivi cette conférence où je parle de ma vie, ce qui est un petit peu bizarre, mais je le fais avec plaisir si ça peut inspirer des gens à trouver des choses qui vous plaisent. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Je regarde le chat en attendant. Ouais, ce que j'allais dire, regarde le chat parce que tu as plein de messages assez sympathiques. Je crois que voilà, je veux des trucs du style, on en a pris plein les oreilles, merci. C'est officiellement un trolleur. Est-ce que tu... Vas-y, Fabien. Vas-y, Fabien. Ah, j'ai le son qui marche plus, peut-être. Non, on t'entend. Si, on t'entend. Okay. Ouais, je disais, est-ce que tu es officiellement un trolleur de PHP, du coup? Question comme ça. Officiellement, je le porte pas dans mon cœur parce qu'il m'a fait beaucoup de mal pendant mes débuts et mon apprentissage. Et après, pour d'autres, en fait, je trouve que c'est un très bon langage pour démarrer, pour être totalement honnête. Après, moi, ça me plaît pas parce que pour moi, c'est une vieille techno et qu'aujourd'hui, en fait, on a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus faciles d'accès dans d'autres langages. Et je pourrais pas faire de concours avec du PHP par exemple parce que c'est beaucoup trop lent de toute façon, et donc du coup voilà.
Mais ça reste un très bon langage pour apprendre, et ça reste un très bon langage pour évoluer, pour faire son premier site web, son premier back-end, etc. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Seb. Tu peux faire un petit tour, je pense, dans les messages, parce que tu as pas mal de commentaires. Ouais. Je crois qu'en tout cas, ils sont contents. N'hésitez pas à brancher votre micro et à soit poser une question, soit dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Le but, c'est aussi de pouvoir échanger. Alors, Pierre Alexandine, pour information, c'est notre formateur PHP. et voilà. Mais après, il a le droit de troller Node.js en disant que c'est lent aussi, hein, je le prendrais pas mal. La guerre PHP, JS, Java, on a l'habitude à la Web School. Est-ce que vous avez des questions, peut-être des choses à dire? N'hésitez pas à remettre votre micro. Hein. Alors le coup des injections SQL, on avait pensé aussi, mais à partir du moment où on avait fermé l'accès, en fait, on ne voyait pas comment faire. Et après, dans les logs, on ne voyait pas passer de tentatives d'injection. On voyait vraiment passer le paiement, enfin l'achat, la transaction, et derrière la validation du code qui disait ok, c'est bon, t'inquiète, il y a des sous, et qui en plus le recréditait des sous par-dessus. C'était ça le point. C'était avant que tu expliques. C'était une supposition au début. Ouais, non, mais on avait supposé ça aussi, et ça aurait pu être un truc possible, quoi. Alors, tu as des questions sur ton travail. Donc, Chabi qui dit, ça a peut-être déjà été dit, mais pour qu'est-ce que tu travailles et est-ce que tu es freelance? Alors, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Amadeus, comme j'ai dit au début, qui m'a recruté à la suite d'un concours. En fait, ils avaient organisé un concours sur Coding Game auquel j'ai participé. Et du coup, en fait, à la suite de ça, ils m'ont proposé de les rencontrer, de faire un entretien, et à l'esprit, ils m'ont proposé un poste. Donc, Amadeus, je l'ai dit au début, peut-être t'étais pas encore là. En fait, c'est tout à partir du moment où t'as fait un truc en rapport avec un aéroport ou un avion, que t'es rentré dans un avion, que t'as essayé de booker un vol ou quoi que ce soit. Derrière, c'est Amadeus qui gère tout ce qui est disponibilité pour les avions, combien de kérosène on met dans les avions, c'est quoi les meilleurs temps de trajet, comment on range les bagages, comment on dispatche les gens, réservation, paiement, tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec l'avion, un logiciel d'aéroport, même les logiciels dans les agences de voyage, c'est un logiciel Amadeus. Tu es en télétravail ou tu es en... Je suis en télétravail actuellement. D'accord. C'est un des avantages et des inconvénients de notre métier, c'est qu'on peut télétravailler. Et avant le Covid, tu avais une proportion de télétravail du coup, ou tu étais tout le temps en agence? Alors, techniquement, dans la politique de l'entreprise, c'est pas de télétravail avant 1 an d'ancienneté. Ça, c'est la politique de base. Et après, en fait, ça a monté. Donc après, on pouvait choisir 2 jours fixes par semaine en télétravail. Là, je pense que post-Covid, ces trucs-là vont évoluer, en fait. Je pense qu'ils vont être plus souples, etc. Vu qu'en fait, ça s'est super bien passé. Tout a été assez fluide. On n'a pas vraiment eu de problème, si ce n'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a plus d'avions. Mais après, tout le reste du travail, etc., c'est plutôt bien passé. Donc on va voir comment ça évolue après en termes de messages de la part de l'entreprise. Après, 2 jours fixes, c'est déjà top, hein, je trouve, à la base. Il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Après, je suis pas là pour vendre d'aller travailler chez Amadeus ou chez quelqu'un d'autre, mais c'est assez avantageux. Mais j'ai pas encore expérimenté les 2 jours, j'en ai jamais ressenti le besoin. J'aime bien être sur place, donc ça me dérange pas. Je crois que la question qui va venir, c'est où sont les locaux d'Amadeus? Alors, il y en a partout dans le monde. Mais là où je suis, donc c'est à Sophia Antipolis. Donc il y a 4 bâtiments sur Sophia et un bâtiment sur Villeneuve-Loubet. En général, la partie où je suis, c'est le pôle recherche et développement. Mais après, on est sur tous les fuseaux horaires parce que il faut qu'on puisse répondre sur tous les fuseaux horaires. Donc il y a US, Australie, Asie, Allemagne, Chine. Donc il y a pas mal de bureaux partout. Tu es en train de nous dire que tu travailles pas loin de chez toi à 280 jours de soleil par an, quoi. C'est à peu près ça. Mais après, tu peux participer au concours Coding Game et puis obtenir une place. Ah, pour ma part, je débute totalement, mais c'est dans les tuyaux. Hein. Mais c'est pas une mauvaise chose. Après, moi, j'ai lancé un petit peu les RH de Coding Game pour faire des discussions avec la Wild Code School.
parce qu'il y a pas mal de projets annuels, des stages, des partenariats, des choses comme ça. Donc après, je sais pas comment ça a évolué, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, j'ai filé les contacts des deux côtés. Donc peut-être qu'un jour, ça verra le jour. Alors, je suis toujours en attente. Je pense qu'ils attendaient peut-être qu'on ait déjà la discussion. Mais oui, je sais qu'il y a des choses. On verra, on avisera. Je vous tiendrai au courant le moment venu, mes très chers élèves. Mais en tout cas, Sébastien, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et je pense que le message, peut-être, moi, en tout cas, que j'ai retenu pour vous, mes Wilders, quand je vous entends dire je débute, je pense que il faut se lancer, en fait. Et il y a plein de choses à faire, comme tu expliquais un petit peu avec tous tes tips. Et toi, comment est-ce que tu t'es vraiment lancé dans le code au final? C'est que tu t'es lancé, tu as testé, dès qu'il y avait quelque chose qui te convenait pas, tu essayais de le faire à ta sauce, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave, mais tu as essayé, quoi. Si j'ai bien compris. C'est ça. Pour moi, rien que le fait de savoir comment ça fonctionne derrière, c'est déjà hyper intéressant et hyper enrichissant. Plutôt que juste d'utiliser un outil bêtement sans savoir comment ça fonctionne et dire ça fait le taf. Ouais, mais si on se pose la question derrière, en fait, on peut avoir des idées d'amélioration, de visions différentes. Pour la petite anecdote, pour revenir sur le concours Coding Game, donc ils m'ont proposé un poste à la suite de ça. Donc j'ai commencé à travailler chez vous en janvier chez Amadeus en janvier de l'année dernière. Et en fait, dès le début, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient partie de la communauté Coding Game. Et c'était hyper intéressant. Et en fait, mon bureau était à côté du gars qui est 14e de la plateforme mondiale. Et qui est au comité d'acceptation au bord de C++. Donc le mec, c'est une machine de guerre. Et c'était hyper enrichissant parce que du coup, en fait, dès le début, il m'a dit dans ce cas-là, tu viens. Et puis, dès la première année, je venais d'arriver à Amadeus et j'étais dans l'équipe de design du concours interne de l'entreprise qu'on a après délivré en public, etc. Mais dès la première année, du coup, j'ai pu participer dans l'équipe de design, donc en partenariat avec Coding Game, pour faire les ventes internes. Donc c'est aussi des gens qui potentiellement sont hyper intéressants, hyper enrichissants aussi. Petite question, est-ce que tu as un CV? Est-ce que tu t'en sers? Alors, pour être honnête, non. Enfin, j'ai un CV techniquement sur un PDF qui doit traîner quelque part. Et en fait, je crois que quand on m'a demandé de venir travailler à Amadeus, je crois qu'on m'a demandé un CV, même si on m'avait proposé de venir. Et du coup, j'ai vite fait mis 2-3 trucs dessus et je l'ai envoyé, mais après, je m'en suis pas beaucoup servi, quoi. Mais après, pour moi, le meilleur CV en fait que vous pouvez avoir, c'est les trucs que vous êtes capable de montrer, parce qu'en vrai, en fait, dans mon CV, il va y avoir la liste des projets que j'ai fait avec les adresses, et en fait, les gens peuvent aller voir par eux-mêmes, et après, en entretien, ils se rendent compte très vite que je sais de quoi je parle et de ce que je peux faire, et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de... Enfin, le CV, pour moi, n'est pas hyper important, en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Seb. On est en train de leur faire leur CV, d'où la question. Et après, encore une fois, c'est important, mais par exemple, si jamais vous faites un CV en ligne, vous pouvez après avoir des liens vers vos créations, etc. Enfin, du coup, ça peut être vachement plus intéressant aussi, je pense, en termes de recrutement, d'avoir ce genre de choses. Pour info aussi, notre particularité, je suis un des très rares cas à avoir été recruté chez Amadeus sans diplôme, parce que je vois la question sur les diplômes. Ouais, j'ai uniquement mon bac, et en fait, Amadeus, de base, la politique, c'était de recruter uniquement des ingénieurs qui sortent d'écoles AAA, donc les espèces de grandes écoles qui à Paris, machin, etc. Et donc du coup, je suis un peu l'ovni qui est arrivé là-dedans. D'ailleurs, je l'ai vu à l'entretien, tout le monde était en petite cravate et machin. Moi, j'étais un jean chaussette, jean t-shirt, et ouais, enfin c'est ici que ça se passe, pas de souci. Donc non, diplôme bac scientifique. Après, j'avais tenté une fac de médecine, puis un BTS en domotique, et en fait, je me retrouvais, j'avais ni envie de soigner des gens, parce que j'aime pas trop les gens, ni envie de faire du chauffage, parce qu'en fait, le BTS domotique, c'était du chauffage, et moi, je m'étais imaginé de faire des maisons connectées, des machins, des volets roulants, des trucs, etc. En fait, non, c'est chauffage clim, quoi. Donc, j'ai dit, bon, ciao. Et c'est à partir de là où après, comme dit Xavier Guez, voilà, master en Bandofus et préparateur, prépasseur en Minecraft, quoi. Ce qui au final a été tout aussi formateur, hein.
Ouais, si moi j'ai une question, comment tu as réussi à convaincre ton premier emploi tech? Alors mon tout premier emploi tech, donc au début je travaillais en tant que hotliner, donc c'est pas un emploi tech, hein, c'est un emploi de merde, on va pas se mentir. Je travaillais en tant que hotliner, j'ai travaillé pour Bouygues Télécom et pour Free. Donc le gars qui se fait insulter quand il veut essayer de vous aider à dépanner la box, c'était mon métier. Et en fait, un jour, mon formateur commençait à raconter des trucs, genre que le ping, c'était la vitesse de déplacement de l'information dans le câble. Donc après, je lui ai expliqué gentiment que MS, ça voulait dire millisecondes et pas mètres par seconde. S'en est suivi un débat d'autorité, et c'en est fini que je l'ai insulté et que j'ai été viré. Donc du coup, à la suite de ça, j'étais un peu dépité, et puis j'ai commencé à chercher du travail. Et en fait, moi, j'avais déjà commencé mes projets, je savais déjà un peu coder en PHP, j'avais fait un peu de JavaScript, etc. Et je tombe en fait sur une petite boîte de sport qui recrutait un développeur. Et je les ai appelés, donc je me suis fait virer le jeudi. Hein. Le vendredi après-midi, j'ai eu l'entretien d'embauche, et je lui dis, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on part sur un CD de 3 mois, et en fait, dans 3 mois, je vous montre ce que je sais faire. Et dans 3 mois, on en discute. Et le gars, il m'a dit, ok. Et j'ai commencé le lundi, en fait. Et c'était mon premier emploi en tant que développeur. Après, voilà, j'ai accepté 3 mois au SMIC, hein, en tant que développeur aussi. Je crois que tu as une. Tu me fais beaucoup rire, Sébastien, je suis désolée. Ah, bah, je vois que tu as aussi une question sur. Alors, je ne suis pas certaine. Donc quelqu'un merde, ça scrolle pas automatiquement, pardon. Tant pour moi. T'inquiète. Qui explique qu'il a un parcours littéraire. C'est que dernièrement qu'il a commencé à s'intéresser à la programmation. Quel type de parcours tu les conseilles? Comme j'ai dit, parcours de la passion, tout simplement. Je veux dire, à un moment, si jamais tu es vraiment passionné par le code, la programmation, etc., tu trouves un projet et tu te colles derrière ton PC et tu fais jusqu'à ce que ça marche et que ça soit bien. Et après, si tu arrives à le commercialiser, à en tirer de l'argent ou à créer une communauté autour de ce truc-là, ben c'est tant mieux. Mais si ça sert à rien, tu t'en fous parce que tu auras juste progressé toi, quoi. Et encore une fois, je dis, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais Coding Game, c'est un très bon outil pour apprendre et pour évoluer par la diversité du truc, par les concours. Si les gens n'ont pas l'esprit compétitif, il y a la même version en jeu, c'est-à-dire que vous avez temps illimité, c'est les mêmes sujets, etc. Mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire à votre rythme. Il y a les puzzles, où c'est juste de la résolution de problèmes, et toute la partie tutoriel, sans compter après les événements, les trucs comme ça. Après, alors pour Marc, insulter les supérieurs, c'est la base. Non, après, avec le temps, tu apprends à jouer le jeu de la politique et à être plus calme auprès de la hiérarchie afin de garder ton emploi plus longtemps que prévu. Est-ce que tu as déjà testé GraphiCart? Comment? Est-ce que tu as déjà testé le site GraphiCart? Non, pas du tout. D'accord, ça va. C'est des tutos aussi. D'accord, ça peut être intéressant. Après, quel type d'ordi pour bien coder? Alors, si on parle d'OS, moi, comme vous avez vu dans la description, tout ce qui est à base, qui commence par Win et qui finit par DOS avec rien au milieu, c'est non. Et après, OS Linux, peu importe, après Fedora, Ubuntu, ce que vous voulez, c'est juste... au début, ça fait un peu mal parce qu'on n'a pas l'habitude du... Ah, il y a tous les boutons et les machins, et en fait, on s'habitue très vite parce qu'il y a quasiment les mêmes choses pour tout. On apprend à taper des lignes des commandes, on apprend à automatiser, on apprend à faire ses premiers scripts. Et donc, pour moi, c'est très bien. Après, à partir du moment où tu as un ordi, comme tu dis, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent les 2 minutes du peuple. Si vous avez un ordi et la chaise et un peu de logique, ça devrait aller. Et si vous avez que l'ordi et la chaise, ça va être problématique. Est-ce que tu as déjà fait joujou avec les Raspberry? Est-ce que ça fait partie de tes pratiques? Alors oui, et en plus, Mathieu, ici présent, m'en a donné un grâce à lui. Donc j'en ai un qui sert de rétropie, donc qui permet de faire du rétro gaming. Et j'ai le deuxième qui sert absolument à rien et qui est dans son carton. Mais j'ai toute une mallette avec des composants, etc. Et j'aimerais un jour m'y coller. Alors pour Florent, les claviers QWERTY, je suis désolé, mais c'est la base. Voilà. Il faut un clavier QWERTY.
Non, je plaisante. J'étais sur clavier AZERTY pendant très longtemps. Après, pareil, je suis arrivé chez Amadeus, une boîte internationale, et il y a des claviers QWERTY pour tout le monde. Et au final, tu t'y fais vite. Et au final, je trouve que le layout est mieux, parce que quand je reviens sur un clavier AZERTY, j'ai l'impression d'être un bonobo, quoi. Bah, il paraît qu'on est totalement arriéré avec nos AZERTY, ouais. C'est le grand débat depuis 10 ans, là. Bah, écoute, moi j'ai fait les deux. Maintenant que je suis passé au QWERTY, j'ai du mal à revenir en arrière. Là, par exemple, sur celui-là, j'avais mon AZERTY, j'étais là en train de taper mon mot de passe, j'étais tout perdu, etc. Mais après, c'est pas. On s'en fout. Le but, c'est de taper vite et de taper bien. Le QWERTY, si je ne me trompe pas, il est bien parce que en code, la plupart des choses vont être en anglais et que du coup, c'est plus fluide en fait pour l'écriture anglaise. Donc les raccourcis sont plus rapides, etc. C'est ça. Puis il y a un layout qui est différent au niveau des caractères et des choses comme ça. Et après, voilà, des fois, ça arrive dans des entreprises internationales, c'est clavier QWERTY pour tout le monde. Alors après, par exemple, Amadeus, il y en a plein, ils viennent avec leur clavier AZERTY, ils se branchent. Mais le problème, c'est que sur le laptop, tu peux pas le changer. Quand tu vas en réunion, t'as pas de choix. Donc après, voilà, pour moi, faut s'habituer, quoi. Mais ça se fait hyper vite. En vrai, en un mois de clavier QWERTY, on est opérationnel, il n'y a pas de problème. Au début, de toute façon, lui, quand tu passes de l'un à l'autre, tu gogolises un petit peu, mais ça passe vite. Clavier cyrillique, c'est pour les hackers russes. Salut Sébastien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Juste un petit mot. J'ai découvert ce webinaire à travers un post sur LinkedIn et je l'ai écouté attentivement depuis le début. Je voulais juste déjà vraiment te féliciter pour le parcours. Je pense que tu peux être un exemple pour beaucoup de personnes. Et j'ai un petit peu, je récupère un petit bout de la fierté que tu peux avoir en tant que cofondateur et CEO de Coding Game. C'était dur de rester dans l'anonymat en regardant cette vidéo. Je ne vais pas parler plus longtemps, je voulais juste te féliciter pour ce parcours. Encore une fois, c'était vraiment pas par hasard parce que vous imaginez bien que je regarde ce qui se passe sur Coding Game. Je suis tombé sur ce webinaire et c'est une heureuse surprise. Et comme tu disais très bien, tu n'as rien à voir avec Coding Game, que ce soit clair. Je veux dire qu'il n'y a pas de voilà. Mais je voulais simplement dire un mot pour te féliciter pour tout ça, pour le pitch que tu as fait, pour l'exemple que tu peux être auprès de plein de monde, parce qu'effectivement, le talent, il est partout. Le talent, il ne sort pas forcément d'un groupe A+, ou d'un AAA. Et tu en es la preuve. Et j'espère que tu serviras d'exemple pour plein d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention, en tout cas. Je m'attendais pas à ça. Magnifique surprise pour toi, Sébastien. Surtout que j'ai discuté avec Aude Barral, avec Julien, avec Thibaut, etc. Donc je connais des personnes de la communauté Coding Game, mais du coup je m'attendais pas au CEO, CTO de venir dans le chat aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup Fred du coup pour ton intervention. Je pense qu'on a tous nos élèves qui sont en train de trembler derrière leur écran aussi, je pense. Donc merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être voilà, pour Sébastien? Est-ce que... Non, je regarde. Ah oui, dans le chat. Pas plus de questions que ça. Mais après, voilà, le bricolage, c'est toujours pareil. Vous êtes libre de créer et d'inventer des choses, et au final, avec cette vraie... Je vais juste reprendre une question qui a été posée par El Tao, qui m'intéresse aussi. C'est tout ce parcours, ça t'a demandé combien de temps? J'ai cru t'entendre dire 2011 tout à l'heure, donc au moins 9 ans déjà. Alors, ok, j'ai les notifications qui arrivent au fur et à mesure. Alors, en fait, comme j'ai dit, j'ai commencé très tôt en faisant des bots pour Dofus, donc ça datait de l'époque où j'étais au lycée. Donc c'était au moins il y a plus de 10 ans, mais c'était ce qu'on appelle du script kiddie, quoi. C'est genre, en gros, voilà, je récupère des bouts sur Stack Overflow, j'essaie d'assembler, je comprends pas forcément ce qui se passe, mais ça marchote. Et encore une fois, ça fait au moins plus de 10 ans. Mais après, c'est aussi beaucoup de temps par semaine
pour être aussi totalement transparent, ça m'a coûté aussi des relations amoureuses des fois, des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi tu passes des soirées entières jusqu'à 2h du matin. Une autre anecdote comme ça, gratuite, un jour, le serveur Minecraft, donc en fait on a fait créer une communauté type MMORPG. Donc en fait on avait des quêtes, des donjons, des pouvoirs, etc. Et en fait c'est très fatigant parce qu'il faut toujours ajouter du contenu. Parce qu'en fait on va avoir les nouveaux joueurs qui eux ont déjà plein de contenu devant eux, et les anciens joueurs qui eux, dès qu'il y a un nouveau truc, ils vont le rusher. Et en fait, toi, tu as passé une semaine entière à fabriquer un donjon, des boss, des pouvoirs, des quêtes annexes, etc. Et l'autre, il vient en 1 heure, il te le torche. Et tu dis, ok, cool, bon, c'est reparti pour une semaine de taf, quoi. Puis en plus, il vient, il est là. Et j'ai fini, t'as pas autre chose? Voilà, c'est ça, c'est genre, et c'est tout. Tu dis, ouais, bah là, ça fait genre une semaine que je dors pas et que je fais ça pour toi, en fait. Et celui-là, tu passes 1 heure et tu me dis, et la suite. Voilà. Et en fait, donc le fait d'être parti dans cette direction-là, donc ça plaisait à pas mal de monde, mais par contre, on était lié par plein de plugins et de choses autour. Et en fait, un jour, donc Minecraft de base est passé de la version 1.7 à la 1.8 avec pas mal de breaking change. Et le problème, c'est que nous, on ne pouvait pas migrer tant que les plugins n'étaient pas migrables, parce qu'en fait, on perdait tout le contenu, on perdait toute l'essence du serveur, et en fait, on allait se retrouver avec des choses qui ne marchent pas, et c'était pas possible. Et donc tous les jours, j'allais regarder, je checkais. Il y a certains plugins entre-temps, ils avaient été abandonnés. Donc ça, pareil, récupérer le plugin, le projet Git, faire en sorte de le fixer moi-même, qui adore le Java, pour essayer de le faire fonctionner, etc. Et au final, sur le serveur de test, j'arrive à tout faire fonctionner en 1.8, tout marche, pas d'erreur, etc. Génial. Et je dis, bon, bah, c'est parti, go, mise en prod, post Facebook, on avertit les joueurs, attention, à partir de minuit, coupure du serveur, etc. On fait la migration. Le truc qui devait durer à la base 30 minutes, 45 minutes, et ben en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que le serveur de test fonctionnait très bien, le serveur de production, dès qu'on démarrait, il démarrait pas. Il plantait direct, et ça ne fonctionnait tout simplement pas. Et en fait, jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Et là, du coup, mon ex qui se lève et qui commence à m'engueuler parce que je n'ai pas été dormir. Donc, du coup, je lui explique gentiment, en gardant mon calme olympien, que j'ai d'autres choses à gérer maintenant, parce que ça fait du coup 6 heures. Et en plus, les premiers, donc toute la partie québécoise qui ne pouvait pas jouer, parce qu'ils commencent à dire, ouais, du coup, ça marche pas parce qu'ils jouent la nuit. Et les premiers joueurs qui arrivaient vers 6 heures du matin commencent à dire, ah, putain, ça va, il marche pas et tout. Et je dis, bon, les gars, tranquille, là, je suis en panique, ça marche pas, etc. Et en fait, c'était une connerie de point-virgule qui traînait, je sais pas où, mais que du coup, il a fallu trouver, et que voilà. Et du coup, c'était, voilà, il y a aussi beaucoup de dédication dans ce truc-là, et des fois, voilà, ça peut amener des petites engueulades avec les gens. Donc après, il faut arriver aussi à des fois faire des pauses. Voilà. Mais c'était une autre anecdote. Ouais, c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on nous a bien sensibilisé. C'est dès que les processeurs sont en surchauffe, tu prends ta pause, ça évite de faire des grosses conneries. Ça, j'ai bien compris. Je pense qu'on est nombreux à avoir bien compris. C'est ça. Mais d'arriver aussi à détecter la pause de l'autre personne, et aussi la personne avec qui vous partagez ou partagerez votre vie, qu'elle soit capable de comprendre que c'est une passion, comme des gens qui vont passer des heures à faire un foot, ou qui vont passer des heures à l'airsoft, ou qui vont faire des trucs. Ben voilà, votre passion, c'est de coder des trucs et de fabriquer des trucs. Et après, ben, y a des gens qui comprennent pas forcément parce que ça rapporte pas d'argent, ou parce que voilà, c'est une passion comme une autre. Mais il faut l'avoir. Et je pense que lors d'un entretien, ou même au sein d'un métier, la différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui fait son 9h, 17h et qui après ferme l'ordi et oublie tout. Alors je jette pas la pierre, il y a plein de gens, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants, ils ont des choses à faire, bien entendu, hein, c'est pas ça la chose. Mais la personne qui est passionnée, pour moi, dégagera un travail plus qualitatif, peu importe son diplôme, peu importe d'où il vient, etc. Et encore une petite question, vu que tu as l'air pas mal passionné par les jeux vidéo et tout cet univers-là, est-ce que tu as déjà tenté d'approcher des boîtes pour travailler là-dedans? Est-ce que tu as déjà été approché par d'autres boîtes? Ou est-ce que ça t'intéressait plus d'aller travailler chez Amadeus, du coup? Alors, Alors, Amadeus, c'est juste parce que la proposition était
intéressante et que c'était tombé à un bon moment. Enfin, il y a plein de choses autour qui ont fait que j'ai accepté chez eux. Après, en fait, travailler dans le monde du jeu vidéo, j'ai failli à quelques reprises, mais ils demandaient des compétences graphiques également. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas du tout l'esprit créatif au sens peinture, design, etc. Et donc, du coup, ça l'avait pas fait. Après, travailler dans le monde du jeu, ça m'intéresse. Le problème, c'est que quand on regarde ce qui se passe au sein des entreprises AAA, style Blizzard, Ubisoft, etc., sont pas forcément des cadres dans lesquels je me retrouverais. Et en fait, pendant longtemps, j'avais pas voulu travailler pour une grosse boîte pour des raisons techniques de hiérarchie pyramidale qui forcément ne me permettent pas de rentrer toujours en accord avec le haut de la pyramide. Donc en fait, pour moi, accepter de retourner travailler avec Amadeus, enfin pour Amadeus, c'était aussi un peu une expérience de ok, je vais retourner dans une grande boîte parce qu'ils me font la promesse que c'est différent ou que c'est pas tout à fait pareil. Donc du coup, j'ai accepté pour essayer. Mais sinon, à la base, je me reconnaissais bien dans les petites boîtes et c'était plus ma target que des grosses boîtes de production. Après, voilà, je pense qu'à partir du moment où il y a un contrat qui est clair par défaut, moi, je leur ai dit ce que j'attendais. Je leur avais dit également que si ça le faisait pas, genre, je pousserais pas plus que ça et je retournerais dans une petite boîte qui me convient plus. Je pense qu'en fait, le travail au sein d'une petite boîte, l'avantage, c'est que tu arrives à voir l'impact que tu as. Et alors, sans se sentir gratifié ou avoir besoin qu'il y ait des gens qui disent ah bravo, c'est génial. C'est juste qu'en fait, quand tu sens que tu as fait une action, que tu as fait quelque chose, ça aide des gens ou ça améliore le quotidien des gens. Alors que dans une grande boîte, souvent, tu le vois pas en fait. Tu fais un truc et après, ça part dans une pipeline d'un truc qui va être imbriqué dans plein d'autres machins. Et en fait, tu as fait un truc, mais tu sais pas si c'est vraiment utile. Et des fois, tu n'es pas en accord avec ton management et parce que c'est des combats hiérarchiques. Ça va pas forcément dans le sens du débat plus ouvert, etc. Donc après, voilà. Moi, ils m'ont vendu ça, donc effectivement, j'ai pas mal de liberté, je fais pas mal de choses. Le débat est ouvert, donc c'est pour ça que j'ai accepté, c'est pour ça que je suis toujours là-bas. Je crois qu'on arrive. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Un petit mot pour la fin. Un fan de Sébastien. Camoulox. Non, moi je voulais un fan de Camoulox dans le chat qui. Et après, changer d'ordi tous les 2 ans, non. Ça, après, c'est pareil, c'est un débat matériel, mais enfin, moi, par exemple, j'achète du matériel qui est plus ou moins évolutif. J'ai des PC, j'ai des serveurs qui ont 5 ans, 6 ans, voire 7 ans même. Et faut juste acheter les bonnes pièces au bon prix. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ça. Je trouve que c'est intéressant et comme j'ai dit, on a plus ou moins le même état d'esprit dans le sens où on vient pas d'une école d'ingé reconnue, etc. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas votre chance dans une grande boîte ou dans un truc de renom. À partir du moment où vous pouvez prouver et mettre un tampon qualitatif sur le travail que vous avez fourni, je pense que vous avez une place n'importe où. Merci beaucoup Sébastien pour ce super talk que tu nous as fait. Même moi, tu vois, qui ne suis pas du tout dev, j'ai été plongée dans ton discours. C'est vraiment très intéressant. Et puis je suis contente aussi que tu puisses montrer à mes élèves et à tous ceux qui sont présents en fait aussi aujourd'hui qu'il y a d'autres parcours que le parcours études, le parcours 5 ans. Voilà, et qu'en fait, c'est un métier de passion, clairement. Et que pour y arriver, il faut coder, il faut mettre les mains dedans et il ne faut pas, faut pas attendre. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre ce discours. Voilà, je suis vraiment très contente de t'avoir eu aujourd'hui parmi nous et d'avoir pris le temps avec nous. Et tu as quelqu'un qui demande si tu as un blog ou quelque chose où on peut te suivre. Non, j'ai pas de blog. Après, j'ai pas forcément de trucs de réseaux sociaux plus que ça. J'ai un LinkedIn, mais qui est un peu bizarre avec un poney arc-en-ciel et un truc des lunettes Tug. Donc c'est pas forcément le meilleur truc. Après, j'ai un Twitter sur lequel je fais des choses, mais
j'essaie de pas trop exposer des choses de ma vie sur les réseaux sociaux, juste parce que ça regarde personne d'autre que moi. Et après, c'est pareil, tous mes projets Git, etc. sont en privé pour la plupart. Donc non, pas plus que ça. Le seul endroit où on peut me croiser ou quoi, ça va être sur Coding Game, dans le chat probablement. Et voilà, faut se lancer. Tu balances ton pseudo, c'est Sibumega ou C'est ça, je me l'écris dans le chat pour ceux qui veulent. Et après, sur... Seb, je suis niveau 2, j'arrive. Vas-y, on t'attend. Si jamais tu croises un castor, hein, je crois que c'est moi. Voilà, vous pouvez ajouter ça, et tous ceux qui m'ajoutent après, quand on ira sur des concours ou des jeux, etc., vous pouvez voir les coding gamers que vous suivez, par exemple. Et même entre vous, hein, enfin, moi je trouve que c'est un réseau. Ouais, non, mais c'est se tirer les uns et les autres vers le haut, en fait, de se dire... Enfin, moi, je sais que quand je vois avec les collègues, quand je suis rentré dans cette communauté, d'avoir des gens qui participent aussi au concours. Bon, t'es là le matin à 9h alors et tout, ouais, t'as vu hier, j'ai trouvé cette stratégie, puis à la cantine, commencer à parler un peu de stratégie, des trucs comme ça, et en fait, on se tire mutuellement vers le haut, on se rencontre le week-end le dernier week-end avant la fin du concours pour mettre double dose, etc. Et en fait, d'arriver à dire, putain, le gars qui est 14e mondial, j'ai fini 10 places derrière lui, ou 20 places derrière lui, se dire, putain, c'est cool, quoi, c'est hyper motivant, quoi. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez vous inscrire pour ceux pour qui c'est pas fait. Merci pour le mot de la fin, j'attendais. Je me marie... Attends, je déguise un poireau et je me marie avec Philippe Laville. Merci pour ce magnifique camoulox de fin. Voilà, c'est Fabien qui en a le droit à ça tous les jours avant la fin de la journée et c'est très agréable. Et très bon mindset. Pour le mot de la fin, merci beaucoup encore Sébastien. Merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Pas de quoi.